celle tournée par une équipe de l'établissement cinématographique de l'armée française, envoyée tout spécialement sur place à la demande de la présidence française pour tourner le film du couronnement. Un film de famille, en quelque sorte, qui doit être offert à l'empereur et pour lequel les hommes du cinéma aux armées créaient tout spécialement un générique de luxe, qui, lorsque l'affaire des diamants éclatera, conduira l'administration à classer le film secret défense pour 30 ans, de peur qu'il ne vienne amplifier la polémique autour des pierres précieuses reçues par Giscard. Bangui, dimanche 4 décembre, le couple impérial n'a pas beaucoup dormi cette nuit. Il a fallu se lever à l'aube pour le long cérémonial de l'habillage. Déjà vers 2 heures du matin, l'empereur avait réveillé son épouse pour répéter une dernière fois les gestes historiques de la journée, avec en guise de couronne un simple béret basque. C'est le fond qui n'est pas joli. Comme Bokassa a l'air étrange sur ces images. Dans son aube brodée de milliers de perles et de brillants, avec ici ou là des étoiles et des abeilles, et bien sûr ses armoiries, un aigle jaune dans un soleil rouge et l'inévitable B majuscule. C'est paraît-il une tenue qui se rapproche de celle portée par Napoléon, à Notre-Dame le 2 décembre 1804. Les enfants de l'empereur, ses 2 fils notamment, Jean-Charles et Saint-Cyr. L'empereur, qui ne délègue rien, passe méthodiquement en revue les 2500 couverts dressés pour le dîner du soir. L'impératrice Catherine, elle, semble tendue. Entourée de demoiselles d'honneur toutes habillées de blanc, évoquant plus Scarlett O'Hara que Joséphine, elle ne desserrera pas les dents de toute la journée, désapprouvant en silence tout ce grand barnum. Elle quittera d'ailleurs l'empereur juste avant sa chute, emportant avec elle quelques valises bien remplies et la malédiction de Bokassa qui prétendra dès lors qu'elle aurait été enlevée par un Giscard qui en aurait fait sa maîtresse. La vérité, c'est qu'elle est la seule à tenir tête à l'empereur, osant même refuser les 6 tenues proposées par le sculpteur Olivier Brice au profit d'un choix plus sûr, mais pas moins clinquant, une robe de chez Lanvin. Seule concession faite à son mari, elle a abandonné ses tresses africaines pour un chignon plus classique que lui a fait une coiffeuse parisienne venue tout spécialement à Bangui. L'ensemble de la garde-robe impériale a coûté à l'époque 2 millions de francs, soit 300 000 €. Il faut que vous descendiez d'abord avant qu'on sonne les 21 coups de canon. Oui, bien sûr. Sinon, les chevaux vont faire n'importe quoi. Oui, mais va leur dire. Pour préparer le défilé, Bokassa a aussi envoyé 30 hommes au haras national du Pin, dans l'Orne, pour qu'ils se forment à la conduite d'un attelage. Une équipe de tournage était venue se rendre compte, à ses risques et périls, de l'avancée de leur entraînement. Il faudra ensuite et enfin plonger tout ce petit monde dans l'ambiance qui les attend. Habitués cavaliers et montures à la couleur, au cri, au vivat, au tintamarre des grandes fêtes, alors seulement l'Empire disposera d'une cavalerie digne de ce nom. Sourire en coin, Roger Giquel n'avait pas semblé très convaincu. Pour l'instant, c'est assez champêtre et le carrosse est un peu dérisoire, mais à Bangui, ça sera sûrement autre chose. Papa. Papa. Ce 4 décembre 1977, à 10 h, le cortège s'ébranle enfin. Il a déjà 1 heure de retard sur l'horaire prévu. Le carrosse impérial, tiré par 8 chevaux, est surchargé de dorures. Bokassa ne le sait pas, mais c'est un matériel d'occasion, débusqué chez un producteur de cinéma qui l'avait fait construire pour son film Caroline Chérie. Un empereur dans la voiture d'une demi-mondaine, on aura tout vu. En vérité, Bokassa a failli être privé de carrosse. Méfiant, le vendeur avait préféré conserver les roues à Paris, exigeant d'être payé rubis sur l'ongle avant de les envoyer à Bangui. Il faudra qu'un avion français les achemine in extremis la veille du sacre. Si Bokassa avait dû renoncer à cette promenade en calèche, son orgueil impérial en aurait pris un coup. La France a consenti à acheminer gracieusement par avion cargo les 32 chevaux achetés à un éleveur normand. Peu habitués aux chaleurs équatoriales, les chevaux sont visiblement nerveux et épuisés.
Leur calvaire ne fait pourtant que commencer. Le carrosse descend la longue avenue Giscard d'Estaing que l'empereur a fait planter de pins venus eux aussi de France. Comme si l'on ne pouvait pas trouver d'arbres en Afrique centrale. Mais c'est tellement plus chic et plus cher un arbre français. Et ce n'est rien à côté des 4500 costumes d'époque, 400 tenues d'apparat pour les dignitaires, des milliers d'uniformes à épaulettes, de casques à plumes, de culottes blanches qui coûteront pas moins de 700 000 €. Et comme il faut des sabres pour donner une contenance à ces soldats d'opérette, l'armée française est mise à contribution en prêtant plusieurs centaines d'épées de parade qu'elle enlève aux Saint-Syriens. La télévision et la radio centrafricaine sont là aussi. Le petit Jean Bédel Jr., 4 ans à peine, que Bokassa a choisi comme prince héritier parmi sa nombreuse descendance parce qu'il a décelé chez lui des qualités exceptionnelles, s'est endormi. Tout à coup, c'est le drame. Un cheval qui n'a pas supporté la chaleur s'est effondré. On le relève à coups de pied, mais c'est peine perdue. La pauvre bête mourra tout à l'heure. Les passagers désormais privés de carrosse en seront réduits à monter dans une Mercedes. Les caméras qui immortalisent ce grotesque défilé filment un peuple joyeux qui acclame son souverain. Mais rien n'est improvisé. Et les pygmées que l'on a amenés ici pour faire couleur locale dans une fête qui ne ressemble à rien d'africain ne sont pas là de leur plein gré. Il n'y a pas de véritable ferveur parce que la présence de la population est obligatoire. Et parce que les Centrafricains sont las d'un régime qui les spolie. C'est peu dire que depuis des mois, ils ont été rançonnés pour contribuer à payer le caprice de leur majesté. Pluie d'amendes, prélèvement volontaire de 10% sur le traitement des fonctionnaires, contribution tout aussi volontaire des entreprises privées, dons généreux et obligatoires des expatriés, et malgré tout cela, le budget du sacre est en déficit et la Centrafrique doit encore s'endetter auprès de la France notamment. Très respectueusement, Jean-Pierre Elkabbach et Alain Duhamel demandent des explications. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a quand même une sorte de contradiction entre le luxe, les faces du couronnement et l'état de la population, son niveau de vie? Mais on ne peut pas créer une grande histoire sans sacrifice. Et ce sacrifice est accepté par la population elle-même. C'est pour cette raison que la population elle-même contribue en donnant des dons en argent. Vous lui demandez? Jamais. Je n'ai jamais rien demandé à personne. Et non seulement la population qui offre des dons en argent. Elle les apporte comment? Elle les apporte par délégation ou individuellement. Elles viennent porter et nous publions officiellement à la presse. Ces danses et ces chants joyeux ne reflètent pas l'esprit du peuple. Ils sont commandés par le parti unique, le Mouvement pour l'évolution sociale en Afrique noire, le MESAN, à la tête duquel se trouve bien sûr Bokassa. Dans les rushs des films tournés par les opérateurs de l'armée française, on voit plutôt un peuple silencieux, sans enthousiasme et abasourdi par ce luxe napoléonien qui lui est étranger. Un peuple vaguement inquiet qui remue les petits drapeaux centrafricains sans conviction et qui se fait frapper par les militaires dès qu'ils rompent l'alignement. Malgré ses déclarations sur l'amour que lui porte son peuple, Bokassa n'est pas très tranquille. En plus de la garde impériale qui défile ici pour la galerie en veste verte à épaulettes jaunes et aigle impérial sur le couvre-chef, l'empereur peut compter sur ses soldats en tenue léopard, pistolets aux côtés, fusils mitrailleurs à la main et plus loin, que l'on découvre subrepticement, des centaines d'hommes et des automitrailleuses prêts à surgir en cas de besoin. Et parce que 3 précautions valent mieux qu'une, Bokassa a également demandé à la France d'assurer sa protection. On lui a donc envoyé une douzaine de spécialistes de la protection rapprochée. Ces blancs que l'on voit ici à peine plus discrets que les militaires centrafricains. Le voilà bien protégé de ce peuple qu'il aime tant. Il est 11h quand le cortège parvient enfin devant le palais du couronnement, qui n'arrive pas vraiment à cacher qu'il fut hier palais des sports. Il fait chaud, très chaud, 35 à 40 degrés. Son Altesse, le prince héritier.
Jean Bédel Bokassa Junior, il porte sur ses frêles épaules le poids de la succession. Un conseil de régence veillera d'ailleurs sur son éducation jusqu'à sa majorité. Conseil présidé bien sûr par l'empereur. Elle a donc 28 ans. Bokassa Ier aime à raconter comment son grand-père lui destinait Catherine alors qu'elle était toute jeune, selon la tradition africaine. Maintenant qu'elle est impératrice, elle sera, dit-il, la seule femme de sa vie. Bokassa Ier, empereur de Centrafrique. Le tout Bangui est ici, 4 à 5 000 personnes. Mais côté diplomatique, c'est un fiasco. Et ni l'empereur Hirohito, ni le Shah d'Iran n'ont voulu honorer leurs frères africains. Pire, Valéry Giscard d'Estaing, le cousin, s'est bien gardé de venir participer à ce carnaval équatorial. D'autant qu'aucun chef d'État africain n'a voulu s'associer à cette comédie qui, ils le savent, risque de renforcer les préjugés racistes sur ces pauvres Africains qui ne savent qu'imiter les Blancs. Alors comme il y a encore de la place, et pour que les chaises ne restent pas vides, on a placé les coiffeuses et manucures de la très parisienne Maison Carita et la cheftaine des majorettes niçoises tout juste derrière les ambassadeurs. Le trône mesure 3 mètres de hauteur pour plus de 4 mètres d'envergure.